Bonjour Annie Genevard. Bonjour. Vous êtes députée, les Républicains, députée du Doubs, vous êtes vice-présidente de l'Assemblée nationale et vous avez un poste particulièrement important à la tête du parti Les Républicains. D'où vient cette violence en politique qu'on sent monter de toutes parts pendant cette campagne ? Il y a un climat de violence qui imprègne l'ensemble de la société. Les coups et blessures volontaires ont augmenté de près de plus de 20%. La violence sur les réseaux sociaux atteint son sommet. Cet ensauvagement dont parlait Emmanuel Macron. Cet ensauvagement dont on parlait en son temps Jean-Pierre Chevènement, dont les Républicains ont souvent parlé et que La République En Marche semble découvrir bien tardivement. Et donc c'est ça qui explique la violence Alors je en pense politique. qu'il y a un climat général. La politique, c'est un monde qui n'est pas tendre, vous le savez, mais je crois que les années qui viennent de s'écouler, ce quinquennat, il a été empreint d'une grande violence. Les gilets jaunes, les violences liées à la réforme de l'assurance chômage, des retraites, tout ça a imprégné le président de la République lui-même dans son goût pour la disruption. Alors même, non, je ne dirais pas qu'il crée la violence. Mais je pense que la figure présidentielle doit être une figure rassembleuse et rassurante. La sécurité n'est pas une compétence régionale, elle n'est pas normalement dans le débat politique de cette campagne électorale, et pourtant, elle est omniprésente. Pourquoi ? D'abord, il n'est pas exact de dire que ça n'est pas une compétence régionale. C'est indirectement une compétence régionale, puisque les régions ont la responsabilité des transports, ont la responsabilité des lycées. Mais le fait de transporter, pas de transporter en sécurité. Oui, mais libre aux régions précisément d'accentuer cette prise de compétence en faveur de la sécurité. Moi, je pense que la question de la sécurité incombe à tous les responsables politiques. Les maires s'occupent de sécurité, parfois les présidents d'intercommunalité aussi, et les régions par les compétences déléguées qu'elles ont en matière de transport et de formation. Cette distinction est fictive, selon vous ? Moi, je pense que c'est un faux problème. Les régions peuvent s'en occuper, et je dirais même qu'elles doivent s'en occuper parce que la question de la sécurité, elle est une question qui s'impose à nous tous. On a aujourd'hui un vrai problème de sécurité quand les femmes ne peuvent pas sortir dans la rue, quand certains quartiers sont interdits d'espace public, quand les abords des lycées sont gangrénés par la violence, quand on tire au mortier devant les établissements scolaires. Évidemment, la question de la sécurité s'impose à tous. Et quand Valérie Pécresse, présidente sortante d'Île-de-France et candidate, bien sûr, dit « si je suis réélue, je m'emparerai, la région s'emparera des questions de sécurité », elle a raison. Ah, elle a tout à fait raison. Elle a tout à fait raison parce que si les Français mettent l'accent sur la question de la sécurité, ça veut dire que pour eux, ça fait partie des priorités des responsables politiques. On est au régional, la question se pose aux responsables régionaux. C'est aussi un peu de la vie quotidienne. Vous avez remarqué il y a quelques jours que les questions régaliennes étaient parmi les sujets où les Républicains montrent une forme d'unité idéologique, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui vous différencie dans ce domaine-là du Rassemblement national ? Mais écoutez, je ne saurais pas vous dire exactement quelles sont les positions du Rassemblement national en matière de sécurité, comme d'ailleurs en bien des matières. Le Rassemblement national est dans l'anathème et dans les formules, mais quand il s'agit de travailler sur des propositions comme nous le faisons à l'Assemblée nationale et au parti, je dois dire que le Rassemblement national est singulièrement absent. Par exemple, sur la loi dite séparatisme, Marine Le Pen a fait une très brève apparition, la défense de quelques amendements, quelques formules qu'elle pense bien senties, et puis s'en va. Tandis que les Républicains ont fait des propositions qui sont très précises, nombreuses, parfois d'ailleurs que le gouvernement a fini par retenir parce que quelquefois le bon sens s'impose sur l'approche politicienne. Donc la crédibilité, le travail, l'expérience aussi. Lorsque vous avez un Frédéric Pechnard qui s'exprime sur la sécurité, lorsque vous avez un Éric Ciotti qui s'exprime sur l'immigration, à l'évidence, vous avez des personnalités qui savent exactement de quoi elles parlent. Et lorsque vous avez un Guillaume Pelletier, numéro 2 des Républicains, qui s'exprime sur la sécurité, il manque d'expérience. Vous l'avez rappelé à l'ordre, je précise. Bon. Il demandait une justice d'exception, il proposait une justice d'exception dans certains cas. Vous l'avez rappelé à l'ordre, manque d'expérience ? Oui, il a été rappelé à l'ordre
une faiblesse bon, c'est clairement une sortie de route, on le lui a dit. Je crois que dans cette affaire, il s'est surtout décrédibilisé lui-même, hélas, parce que c'est un talent. Mais là, le parti a été très clair et unanime pour dire il y a des lignes qu'on ne franchit pas. Il y a des lignes qui font partie de l'état de droit républicain qu'on ne franchit pas. Une cour d'exception, elle a existé avant François Mitterrand, hein, c'est pas la marque d'une tyrannie, mais il y a des garde-fous, des piliers de l'ordre républicain qui doivent demeurer. Dans le Grand Est, dans les Pays de la Loire, Jean Rottner d'un côté, Christelle Morançais de l'autre, tous les deux présidents ou présidentes de régions sortants et membres des Républicains semblent un peu en difficulté. D'où ça vient ? Alors, je pense que, prenons l'exemple du Grand Est, il est clair que ça illustre, du reste comme dans les Hauts-de-France, la duplicité d'Emmanuel Macron sur ces questions. Pourquoi ? Parce que la main sur le cœur, En Marche nous dit tout faire pour faire barrage au Rassemblement national, mais aussi bien dans les Hauts-de-France que dans la région Grand Est, on envoie des ministres, alors dans les Hauts-de-France une palanquée de ministres, prétendument pour faire obstacle au Rassemblement national, en réalité pour fragiliser le meilleur candidat susceptible de gagner la région. Moi, ce que j'observe, c'est que en tout cas, ces candidats, pour ce qui est de Xavier Bertrand, pour ce qui est de Jean Rottner, on dit très clairement que la liste du premier tour serait la liste du deuxième tour. Donc pas de fusion, parce que c'est bien ça que ça veut dire. mais monnayer, faire un chantage au Front républicain pour monnayer des places, ça s'appelle du tripatouillage électoral et il n'y a rien que détestent autant les électeurs Donc que ce que cela. vous dites, c'est qu'il n'y aura pas de fusion des listes. Écoutez, entre ce le sont premier et le deuxième tour, c'est ce que dit Jean Rottner en tout cas. C'est ce que les candidats eux-mêmes ont dit. Et vous soutenez ça ? Et moi, je pense que cette clarté les honore et cette clarté rassure aussi les électeurs parce que si vous dites aux électeurs en votant pour l'un, conséquemment vous votez pour d'autres, comprenez que les électeurs puissent se sentir floués. Floués, est-ce que ce sera le cas en Pays de la Loire avec Christelle Morançais ? Écoutez, Elle a en face d'elle François de Rugy qui conduit une liste qui va faire un certain capital de voix qui sera peut-être à disposition pour le deuxième tour. Oui, mais François de Rugy, un mot quand même sur ce candidat. Moi, je l'ai connu vert, bien vert. Je l'ai connu ensuite bien socialiste. Je le vois maintenant bien En Marche. Mais tous les espoirs sont permis. Qui est François de Rugy ? Je veux dire, à un moment, il faut quand même de la clarté, il faut de l'honnêteté dans les convictions. C'est le cas de Christelle Morançais. Je suis convaincue qu'elle sortira en tête du premier tour et puis après, nous aviserons. Mais en tout cas, je pense que cette question du Front républicain qu'Emmanuel Macron a agité, comme Mitterrand le faisait en son temps, finalement, un grand classique qui fonctionne de moins en moins, sera plutôt son problème à lui que notre problème à nous. Tout de même, vous pointez l'ambivalence d'un François de Rugy, ou en tout cas son évolution dans le temps. Il y a aussi plusieurs droites. Est-ce que la droite des Pays de la Loire, c'est celle de Bruno Retailleau, ou est-ce que c'est celle de Christelle Morançais ? Mais écoutez, elles ne sont pas incompatibles, puisque Bruno Retailleau a choisi Christelle Morançais. C'est donc qu'il a vu en elle quelqu'un qui était tout à fait compatible avec ses propres convictions. Vous le savez, la droite est multiple, tout ça a été théorisé. Voilà, nous vivons ensemble, nous vivons les uns avec les autres, et que les sensibilités et les approches puissent être différentes, soit à une condition, c'est que le moment venu, nous nous rassemblions derrière notre candidat à la présidentielle. Et justement, le moment venu, ce sera la présidentielle. Les régionales sont évidemment partout présentées comme une forme de premier tour avant les présidentielles, la présidentielle. Une petite musique est en train de monter du côté des Républicains. François Baroin, peut-être, reviendrait dans le jeu pour ce match présidentiel. Vous y croyez ? Je ne suis pas certaine qu'il en soit parti, parce qu'il n'a jamais dit formellement qu'il ne serait pas candidat. Il l'a dit beaucoup, mais jamais officiellement, en effet. Jamais officiellement. En tout cas, c'est une hypothèse sérieuse et tout à fait intéressante. François Baroin est une personnalité très rassembleuse. Je crois que ce sera l'enjeu, après ce quinquennat qui a beaucoup divisé, je crois que ce sera l'enjeu pour les Républicains de montrer qu'ils seront la meilleure force rassembleuse du pays.
Et donc vous le souhaitez. Moi, je souhaite qu'il se revienne. déclare, oui, Oui, moi, revienne en jeu. je souhaite qu'il se déclare, oui. Est-ce qu'il faut accélérer le choix de ce candidat? Le parti a renvoyé ça à des sondages à l'automne, et puis si les sondages ne donnent rien, une forme de, je ne sais pas s'il faut dire de départage ou de primaire. Alors, permettez-moi. C'est un peu compliqué tout ça. C'est une démarche, c'est vrai qu'il y a le mérite de l'originalité, Oui, mais surtout qui a le mérite de faire une enquête approfondie, c'est plus qu'un sondage, c'est une enquête approfondie sur toutes les personnalités susceptibles d'occuper cette fonction. Vous avez cité évidemment François Baroin, mais il y a aussi Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, et peut-être d'autres. Peut-être Laurent Wauquiez ou peut-être Lisnard, oui. Enfin d'autres. Possiblement d'autres. Donc, enquêter sur chacun d'entre eux, ça veut dire mettre tout le monde dans la boucle, y compris ceux qui ont quitté le parti, mais qui font partie de notre famille politique. C'est original. Est-ce qu'il ne sera pas temps d'accélérer? Voilà, c'est ma question. Alors, vous savez, depuis 1981, tous les candidats à l'élection présidentielle se sont déclarés en novembre, à l'exception de François Hollande en octobre. Donc on est dans un timing que je qualifierais de classique. Et de toute façon, annoncer un candidat au cœur de l'été n'a aucun sens. Ce ne sera pas septembre, mais un peu plus tard, en novembre, ça ne change pas profondément la donne. Mais là où je vous rejoins, c'est que le plus tôt possible, il faudra, une fois cette procédure effectuée, avoir notre candidat. Et se rassembler. Merci Annie Genevard. Merci à vous.